Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Sur les laissés pour compte et la dignité humaine. La dignité humaine, mesdames et messieurs, cadre parfaitement avec les idéaux de la refondation qui est en cours au Niger. Les laissés pour compte, par contre, résultent des conflits, des violences multiples, des inégalités, du déficit de solidarité ainsi que de la marginalisation d'une grande partie de la population de notre planète qui pourtant aspire à un monde meilleur. Avant de continuer, je voudrais saluer la participation à cette session de la Palestine. Très bien. Laissez pour compte. Laissez pour nous compte. Nous fondons l'espoir que sa présence tant méritée parmi nous constitue une étape décisive vers l'avènement d'un État palestinien libre, indépendant, souverain, vivant en paix avec ses voisins dans ses frontières de 1967. Le Niger réaffirme son soutien à la cause palestinienne. Bravo. Et estime que seule une solution à deux États pourrait mettre fin au cycle de violence et garantir la paix et la sécurité dans la région. Bravo. Mon pays déplore également la situation au Liban et appelle à un arrêt immédiat des hostilités. Mesdames et messieurs, chaque année... La deuxième partie de ce discours est très intéressante. Elle tourne autour d'une notion élaborée par la diplomatie du Niger. Le ministre Bakari Yahou Sangaré nous dit qu'il est le porte-parole des laissés pour compte. C'est-à-dire le porte-parole des marginalisés, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux, les marginalisés des dictatures de cette planète. Les laissés pour compte sont ceux qui ont été classés arbitrairement dans les catégories socio-économiques, les catégories diplomatiques, les catégories juridiques les plus méprisantes du droit international d'inspiration occidentale. En économie, on a créé des notions comme pays pauvres, très endettés, pays les moins avancés, pays sous-développés, pays en voie de développement, pour classer des pays qu'on pille. C'est-à-dire, dans le cadre de ce qu'on peut appeler des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que les puissances qui pillent l'Afrique et qui appauvrissent l'Afrique s'empressent de créer des catégories intellectuelles qu'elles font enseigner dans leurs universités pour faire accepter le statut de pauvre de l'Afrique. Alors que ce sont elles qui sont pauvres. Et c'est l'Afrique qui est appauvrie. Je vous donne un exemple très simple pour illustrer ce que nous dit le ministre Bakari Yahou Sangaré. Lorsque le Niger a décidé de remettre la main sur son uranium, de contrôler l'exploitation de son uranium, quelque temps après, dans la presse, ici en France, on a vu apparaître que le groupe Orano aurait connu 400 millions d'euros de pertes du fait de la cessation de son droit d'exploiter l'uranium du Niger dans la grande mine d'Imouraren. 400 millions d'euros de pertes en moins d'un mois et demi de suspension de l'exploitation de cette mine. C'est alors là que nous nous posâmes la question pour laquelle on nous persécute, parce que nous nous posons toujours les bonnes questions, mais qui dérangent les méchants. Mais si on classe le Niger pays moins avancé, pays pauvre très endetté, si on classe le Niger pays en état de catastrophe permanente, au FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris, au Club de Londres, au Club de Washington, comment expliquer que le groupe Orano dise que, parce que le Niger ne lui a plus permis d'exploiter son uranium dans la grande mine d'Imouraren, il a perdu 400 millions d'euros en moins de 2 mois. D'où venaient les 400 millions d'euros que le groupe Orano prétend avoir perdu? La réponse est évidente. C'est 400 millions d'euros que le groupe Orano
dit dans la presse avoir perdu du fait de la décision nigérienne, venait donc du Niger. Or donc, comme on dit chez nous à Abidjan, or donc, le Niger était capable, en moins d'un mois, de générer des profits de 400 millions d'euros. Ah, astaghfirullah. Donc le Niger était assis comme ça, sur une mine de centaines de millions d'euros, et puis il y a des gens qui, avec une seule multinationale, sont capables de faire 400 millions d'euros sur le dos du Niger, alors que le Niger, lui, il ne peut pas le faire. Rien que ce petit exemple illustre l'incongruité de ceux qui, non seulement pillent l'Afrique, déstabilisent l'Afrique, mais qui s'amusent à présenter cela comme étant une fatalité pour l'Afrique, à élaborer des catégories pseudo-scientifiques pour minorer l'Afrique, pour mépriser l'Afrique et pour entamer le moral des Africains. Au point que plusieurs Africains, quand ils s'expriment, utilisent des termes comme « Ah oui, nous, on est des pays pauvres, nous, on n'a rien, on n'est rien sur la terre, aidez-nous ». Imposer la terminologie de l'assistanat aux Africains n'a été possible que parce qu'on les pille atrocement et ensuite, et qu'on les matraque intellectuellement. Tu es pauvre, tu es un pays pauvre. Hein? On a élaboré des notions comme l'aide au développement. Mais depuis quand on peut aider quelqu'un à se développer? La notion même de développement suppose un processus endogène. Certes, l'environnement influence le développement, mais pour que le développement ait lieu, il faut qu'il vienne de celui-là même qui se développe. Sinon, ce n'est pas un développement, c'est un enveloppement. Donc, il y a une incongruité logique dans la notion d'aide au développement. On ne peut pas t'aider à te développer. Toute aide au développement n'est rien d'autre qu'un enveloppement. Il s'agit de te maintenir en situation d'éternel assisté et ainsi de te piller ad vitam aeternam. L'aide au développement, c'est une corde mise au cou des pays africains avec du savon. Et chaque fois qu'elle est versée, on tire sur la corde. Et on aide les pays africains exactement comme la corde aide le pendu, à travers les mécanismes de la dette. Les crédits à l'économie contrôlés à distance et conditionnés par le bradage des matières premières. Les dévaluations décidées à 6000 km. Oui. Donc, dans la deuxième partie du discours du ministre Bakary Yahou Sangaré est mis en difficulté le concept de pays laissés pour compte, car en fait, ceux qui laissent les pays africains pour compte ne les laissent pas pour autant vivre et respirer. Ce sont les mêmes qui organisent leur déstabilisation. Et voilà pourquoi ici, deux exemples de pays laissés pour compte, mais qu'on ne laisse pas. Si vraiment le peuple palestinien ne valait rien, mais pourquoi on tue plus de 50 000 Palestiniens en 2 mois? Pourquoi on tue plus de 50 000 Palestiniens en 2 mois? Si les Palestiniens ne représentent rien sur la terre, pourquoi les tuer? Pourquoi on arrache les terres palestiniennes? Pourquoi déloge-t-on le peuple palestinien de son territoire historique à Gaza? Comme l'a dit Alain Juet, ancien directeur de la DGSE française, aujourd'hui analyste géopolitique, il y a une nappe de pétrole et de gaz immense au large de Gaza. Et c'est pour l'exploiter sans les Palestiniens qu'on les chasse de leurs terres. Fin de citation. Donc, quand vous entendez qu'un peuple est laissé pour compte, paradoxalement, si vous observez bien, vous allez voir qu'on ne le laisse pas. C'est le cas du peuple libanais. Torturé depuis plusieurs années, ce peuple. Mais on ne le laisse toujours pas. Il est laissé pour compte, parce que personne ne vole spontanément à son secours. Mais quand il s'agit de l'écraser, on l'écrase copieusement. On tire sur les immeubles d'habitation, on tue les civils, et la vie continue. Voilà le paradoxe de pays laissés pour compte, mais qu'on ne laisse pas. George Floyd ne représente rien. Pourtant, Derek maintient son genou sur son cou, jusqu'à ce que George Floyd meure. Si George Floyd n'était rien, pourquoi tu le tues? Est-ce qu'on tue ce qui n'est rien? On ne tue pas ce qui n'est rien, parce que tuer ce qui n'est rien, c'est tuer pour rien. C'est bien parce que Derek représente la possibilité de l'égalité, c'est parce que George Floyd représente la possibilité de l'égalité humaine, et que le policier Derek ne veut pas de ça. Il ne veut pas d'un noir considéré comme l'égal d'un homme blanc aux États-Unis. C'est pour ça qu'il le tue. C'est bien parce qu'il représente quelque chose, George Floyd.
la possibilité de l'égalité humaine. Et c'est bien parce que le Liban, la Palestine représentent des peuples qui aspirent à une égale reconnaissance. Voilà pourquoi leur torture n'est pas rien. Et on ne peut pas dire qu'ils ne sont rien. On a beau les laisser pour compte, on ne les laisse pas. Cela veut dire qu'ils sont importants, qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux, ne serait-ce même que pour simplement tester l'usage des armes les plus criminelles. Ils servent de cobayes militaires, tranquillement. On tire sur eux tout ce que l'homme a inventé de méchant. Et la vie continue. N'est-ce pas? Donc, le ministre Bakary Yahou Sangaré, dans la deuxième partie de son discours, fait preuve d'une solidarité remarquable. Une solidarité qui est la condition de la naissance du monde multipolaire auquel nous aspirons. La suite. Nous adonnons au rituel de complainte sur la situation des pays pauvres et de plaidoyer pour un monde plus équitable. Mais force est de constater que nous nous réunissons trop, nous agissons peu, en un mot, nous faisons du surplace. Vrai. Les pays, au moment où les pays pauvres lisent l'heure, comme disent les jeunes, pour ne pas dire qu'ils s'enfoncent dans la galère, les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources. Continuent de soutenir des régimes corrompus et inféodés qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale. Pendant ce temps, la communauté internationale se mure dans un silence complice qui traduit une fois de plus la politique de 2 poids, 2 mesures. C'est ici, dans cette troisième partie, où le ministre nigérien des Affaires étrangères investit les concepts de pays pauvres et pays riches. Si on écoute très bien ce que dit le ministre Bakary Yahou Sangaré, on est obligé d'inverser la définition. La définition traditionnelle des pays pauvres, c'est celle qui nous a été imposée par la science politique occidentale, qui dit que les pays pauvres sont les pays africains, les pays latino-américains, les pays asiatiques qui sont les moins technologiquement avancés, c'est ça les pays pauvres. Mais est-ce que c'est cela la pauvreté? Je voudrais vous demander une réflexion sérieuse sur le concept de pauvreté. Est-ce que c'est un concept d'abord exclusivement économique? Est-ce que c'est un concept exclusivement technique? Je vous donne un exemple très simple. Prenons un homme qui possède 1 milliard, mais qui est capable de violer un enfant de 3 ans. Et prenons un homme qui, quant à lui, possède 1000 francs et qui jamais ne peut poser un tel acte abominable. C'est qui le pauvre type entre les deux? Je vous amène dans un domaine où vous pouvez comprendre que la notion de pauvreté, telle qu'elle nous a été infligée dans les sciences humaines, dans les sciences politiques africaines, est une notion appauvrie. Un milliardaire qui est un agresseur sexuel d'enfants est un pauvre type, oui ou non? Un homme qui n'est pas milliardaire, qui est économiquement démuni, mais qui protège et respecte la sacralité des enfants, qu'est-ce que c'est? C'est un homme moralement riche. Comment l'Occident a-t-il pu nous imposer un concept uniquement économique de la pauvreté? Et nous aussi, on a accepté. La terre entière a accepté ça. Pourtant, le plus grand sage, unanimement reconnu de l'Occident, Jésus-Christ, dit qu'il sera infiniment plus difficile à un chameau. Il sera infiniment plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, par le chat, C-H-A-S d'une aiguille, le trou de l'aiguille là, par lequel on introduit le fil. Il sera plus facile à un chameau d'entrer par là qu'à un riche, au sens économique du terme, d'entrer au royaume des cieux. Le Christ avait déjà prévenu le monde entier, sur la base de la sagesse reçue de son initiation, sur le danger d'une définition purement économique de la richesse. Le concept de richesse n'est pas seulement économique, c'est un concept qui est également moral. Et la richesse morale, c'est le sens de la vérité, c'est le sens de la justice, c'est le sens de l'humanité, c'est le sens de la solidarité. Et il y a des gens qui sont économiquement riches, mais qui sont moralement pauvres. Un homme économiquement riche et moralement pauvre est un danger pour lui-même
Il est un danger pour son entourage, il est un danger pour la terre. Et c'est cela la situation des grandes puissances occidentales aujourd'hui. Elles sont financièrement, je ne dis même pas économiquement, je ne prends qu'un aspect, l'aspect par lequel elles sont riches, c'est l'aspect financier. Elles sont financièrement riches parce qu'elles ont mis en place un système financier d'exploitation des richesses naturelles et des richesses humaines de toute la terre. Elles sont financièrement riches, mais elles sont moralement pauvres. La pauvreté morale est absolue. Quand vous avez des gens qui laissent mourir des millions de personnes uniquement pour leur voler du diamant, pour leur voler du pétrole. Vous avez des gens qui organisent des guerres, des mensonges sur des États entiers. Oh, Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. Seulement pour voler le pétrole. Les voleurs qui assassinent par millions des peuples innocents sur la terre sont des pauvres gens au sens moral. Ils sont riches financièrement. Ils sont riches militairement, mais ils sont pauvres moralement. Ils sont pauvres spirituellement. Ils sont pauvres humainement. Et ils sont les pires des pauvres qu'on puisse avoir sur la terre. Ceux qui perpètrent l'injustice et la violence pour le veau d'or sont les pires des pauvres de la terre. Est-ce que vous comprenez ma démonstration? À partir de là, on peut revenir à ce que nous dit le ministre Bakary Yahou Sangaré. Il dit que les pays pauvres lisent l'heure. Qu'entend-il par pays pauvre? Il reprend le concept de pays pauvre au sens économique, en fait au sens financier du terme, qui nous a été imposé par le FMI, la Banque mondiale, etc. Ils sont en train de lire l'heure pendant que les pays riches, eux, ils se sucrent en exploitant les pauvres. Rien que dans cette phrase, le ministre a les moyens d'inverser la définition. Mais si les pays riches étaient tant riches que ça, pourquoi auraient-ils besoin d'exploiter les pauvres? Écoutez, vous possédez, mettons, 50 francs. Non, vous possédez, on va parler maintenant en utilisant les mots de nos monnaies. Vous possédez, mettons par exemple, 50 Sahel, puisque le Sahel arrive. Vous avez 50 Sahel. Moi, j'en ai 10 000. Est-ce que j'ai besoin de voler vos 50 Sahel? Est-ce que j'en ai besoin? Puisqu'avec mes 10 000 Sahel, j'ai déjà suffisamment d'argent par rapport à vous. Est-ce que j'ai besoin de voler vos 50 Sahel? Je n'ai pas besoin de voler vos 50 Sahel. N'est-ce pas? Bon, alors, si les pays occidentaux qui exploitent l'Afrique étaient riches, mais pourquoi ils exploitent l'Afrique? Pourquoi exploitent-ils l'Afrique? Parce que si l'Afrique n'avait rien, ils ne viendraient rien chercher en Afrique, n'est-ce pas? Monsieur Chirac, d'où vient la richesse de l'Occident? Et en particulier la richesse de la France. Vous êtes là, Monsieur Chirac, sortez un peu de votre tombe. Parce que c'est important pour qu'on comprenne la nécessaire inversion conceptuelle. Monsieur Chirac, oui, ça vient d'où? Vous êtes là, sortez de votre tombe. Je vous l'ordonne. Venez ici. D'où vient l'argent qu'on a en France? Qui est riche? Seulement une chose, oui, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie oui, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, Monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Donc, vous avez compris d'où vient l'argent qu'on a en Europe, l'argent qu'on a en France, mais de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Par conséquent, qui est riche et qui est pauvre? Pour que tu aies de l'argent, tu dois voler mon or, mon diamant. Je dis bien voler. Tu dois voler mon pétrole et mon gaz. Et tu m'appelles pauvre? Je ne suis pas pauvre. Je suis riche, mais je suis appauvri. Non, nous ne sommes pas, nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays appauvris. Et les pays occidentaux ne sont pas des pays riches. Ce sont des pays qui ont constitué leur fortune sur le malheur du monde. Donc ce sont des pays artificiellement enrichis. Est-ce que c'est clair? Si on voulait procéder à une réforme conceptuelle des notions, on parlerait des pays africains actuels comme étant des pays appauvris
Et on parlerait des pays occidentaux, anciennes puissances négrières, coloniales, actuelles puissances néocoloniales et impérialistes, comme des pays artificiellement enrichis. Car la richesse dont ils se vendent n'est rien d'autre que le résultat du pillage éhonté, le pillage sans honte de la planète. Monsieur Chirac l'a dit. Il a été élu 2 fois président de la République française. Personne ne l'accusera de diffamation. L'élément que je viens de citer a été reproduit dans tous les médias officiels français. Comme il était président quand il l'a dit, qui aurait osé, qui pouvait le convoquer au tribunal pour ça? Et même quand il ne l'était plus, il a dit qu'il souffrait d'anomognosie, c'est-à-dire qu'il avait oublié tout ce qu'il a dit. Comme ça, on lui a posé des questions ni sur les valises de la France-Afrique, ni sur les vérités crues qu'il a dites. Il s'en est allé à très bon compte ainsi. On redonne la parole au ministre parce que je suis en train de vous faire un commentaire enrichi des propos du ministre. Donc, dans la 3e partie de l'allocution du ministre à l'Assemblée générale des Nations Unies, nous retenons que les Africains ne sont pas des pays pauvres. Ils sont des pays appauvris. Et nous appelons nos dirigeants politiques à ne plus utiliser les catégories par lesquelles l'Occident a enfoncé le crâne, bourré le crâne des Africains. Les pays africains sont des pays appauvris, mais qui sont potentiellement les pays les plus riches de la Terre. Les pays occidentaux, anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales, sont des pays artificiellement enrichis, car ayant constitué leur capital essentiellement sur la traite négrière, le pillage de l'Amérique, le pillage de l'Afrique, le pillage de l'Asie, le pillage de la planète. Et tout leur système économique actuel est précisément un système de pillage des autres parties du monde. On ne devrait pas être fier d'une richesse accumulée sur la violence, la ruse, le mensonge et l'exploitation. On ne devrait pas en être fier. Celui qui en est fier est un pauvre type au sens moral. Je vous invite à bien distinguer un type qui est pauvre d'un pauvre type. Un type peut être pauvre parce qu'il n'a pas de vêtements, parce qu'il n'a pas de quoi manger. Oui, c'est un type pauvre. Mais attention, un type pauvre n'est pas nécessairement un pauvre type. Si ce type pauvre est digne, si ce type pauvre est simplement une victime qui se débrouille pour mener la vie la plus humaine possible, c'est un homme moralement riche. Alors que il peut y avoir quelqu'un qui est financièrement riche, mais qui en réalité est un pauvre type. Parce qu'en fait, tout ce dont il se gargarise, il l'a obtenu par le vol, l'extorsion, le pillage, l'exploitation d'autrui. Il n'y a aucun mérite et il ne mérite l'admiration de personne de sensé. C'est cela que Chirac a dénoncé. Une bonne partie de l'argent que nous avons en Europe vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Il faudrait penser à rendre aux propriétaires leur argent avant qu'on entre dans de graves convulsions. Dixit Jacques Chirac, 2 fois élu président de la République française. Donc on continue avec la 4e partie du discours du ministre Bakary Yahya Sangaré parce que c'est un discours compacté, condensé, où il y a des vérités denses et puissantes. Qu'il continue. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel au peuple exploité et laissé pour compte pour leur dire que ce n'est pas au pays